Bienvenue dans le débat de France 24. L'Europe regarde au sud ce jeudi. Conviés par Emmanuel Macron en sommet en Corse, les dirigeants européens du bord de la Méditerranée sont invités par la France à serrer les rangs. En face, la Turquie prospecte et menace. À elle, les eaux de la Méditerranée orientale, jusque-là revendiquées par la Grèce. On les soupçonne de renfermer plus de 3 000 milliards de mètres cubes de gaz. L'Europe saura-t-elle s'unir et parler d'une même voix face aux défis turcs? On en débat avec vous, Nora Seni. Bonjour, vous êtes professeure à l'Institut français de géopolitique, ancienne directrice de l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul. Merci d'être avec nous. Également parmi nous, Marc Seymour, rédacteur en chef adjoint des pages Débat et Idées au Monde. Vous êtes également un bon connaisseur de la Turquie, que vous avez beaucoup couvert, vous avez écrit de nombreux articles, et également un ouvrage, La Révolution du Bosphore. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et puis parmi nous aussi, Joël Dallègre, spécialiste de la Grèce contemporaine et de ses relations avec la Turquie, ce qui sera particulièrement précieux pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, ainsi que Bélir Nabli, maître de conférences en droit public et cofondateur de Chronique. Vous êtes également l'auteur de Géopolitique de la Méditerranée, paru chez Armand Collin. Merci d'être avec nous. Mais avant cela, je vous propose d'abord d'écouter Emmanuel Macron. C'était à son arrivée à Porticcio pour ses 2 jours de sommet. Le ton, vous allez le voir, est plutôt offensif. La Turquie est un allié de l'OTAN, mais un allié de l'OTAN qui a eu des pratiques inacceptables sur les côtes libyennes à l'égard du Courbet, qui opérait donc sur ces côtes sous commandement OTAN. La Turquie a signé des accords inacceptables avec le gouvernement d'entente nationale libyen, niant les droits légitimes de la Grèce. La Turquie a des pratiques de forage en zone chypriote, en zone économique exclusive, qui sont aujourd'hui inacceptables et multiplie les provocations dans des termes d'ailleurs qui ne sont pas dignes d'un grand État. Un ton qui n'a pas plu du tout à Ankara, où le ministre turc des Affaires étrangères a répondu à Emmanuel Macron plutôt vertement. Vous allez le voir, le président français Macron a encore une fois fait des déclarations arrogantes dans un vieux réflexe colonialiste. Marc Seymour, cette affaire, elle est en train de virer à l'affrontement personnel, Macron-Erdogan. Ça fait déjà un certain temps. Alors, il faut reconnaître qu'à la fois le président Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan, le président turc, sont l'un et l'autre adeptes de la diplomatie du coup d'éclat permanent. Ce qui, dans un monde marqué par le retour des puissances, des rivalités entre puissances, est un moyen de se faire entendre, mais ce n'est pas nécessairement la technique la plus efficace pour arriver à trouver des solutions. Mais l'un et l'autre, d'ailleurs, ont d'une certaine façon, on peut dire aussi, une diplomatie un peu populiste, c'est-à-dire ils jouent sur des ressorts très profonds de l'opinion. Alors évidemment, pour la France, d'une certaine façon, la Turquie est le pays à majorité musulmane, qui a eu des attitudes pour le moins ambiguës vis-à-vis du djihadisme en Syrie. C'est un pays qui a une politique assez agressive et donc c'est une cible assez commode. Alors on remarquera que le président Macron est beaucoup moins dur contre la Russie de Vladimir Poutine que contre la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. On y reviendra peut-être un peu après. De l'autre côté, pour les Turcs, évidemment, la France, c'est la puissance coloniale, mais c'est aussi le souvenir de Sarkozy, de Nicolas Sarkozy, de cette France qui a été un des pays les plus hostiles à la totale intégration, à l'aboutissement du processus d'intégration de la Turquie à l'Union européenne, et d'une certaine façon, cette humiliation de la Turquie de ne pas avoir été traité comme un pays candidat comme les autres, est quelque chose aussi qui, avec d'autres éléments de frustration, pèse et explique en grande partie l'attitude très agressive d'un Erdogan qui fait une surenchère nationaliste pour effectivement faire oublier à son opinion les problèmes économiques et autres. Et c'est un ressort assez classique et qui, d'une certaine façon, marche, d'autant qu'il est allié avec l'extrême droite nationaliste dont il a besoin pour sa majorité. Alors sur le terrain, on va évoquer évidemment la dimension politique interne à la Turquie, mais sur le terrain, les deux parties ont déployé des navires de guerre et des avions de combat. La France y effectuait des manœuvres aux côtés de la Grèce. Alexia Kefalas, vous êtes avec nous en direct de l'île de Lesbos où se déroule une autre actualité particulièrement tragique, puisque un camp de migrants donc, a brûlé, celui de Moria. Néanmoins, vous avez beaucoup suivi, vous aussi, ces dernières semaines, ces manœuvres militaires des deux côtés. Comment cela est-il vécu côté grec ? Et puis, cette présence française, la France est vécue comme un véritable allié dans cette affaire.
Oui, effectivement, un allié presque inespéré pour la Grèce. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez dit, la Grèce et la Turquie, ce sont des ennemis héréditaires. Le verbe belliqueux de la Turquie, eh bien, la Grèce y est presque habituée. Sauf que les manœuvres belliqueuses, elles ont pris un nouveau tournant ces dernières semaines. D'abord fin juillet, et puis depuis le 10 août, où le navire de recherche, le Rousse Reis, eh bien, navigue entre les eaux territoriales de la Grèce et de Chypre. Il est encadré de bâtiments militaires. Alors forcément, eh bien, ça fait peur. Alors comment a réagi la Grèce ? Tout simplement, elle a déployé toute son artillerie, c'est-à-dire ses 40 frégates, ses avions de type Mirage et ses 12 sous-marins, mais aussi elle a réquisitionné l'intégralité de ses soldats parce qu'elle estimait que c'était comme ça qu'il fallait répondre. Sauf que, eh bien, au bout de 3 semaines, eh bien, cette petite artillerie par rapport à la Turquie a commencé à se fatiguer aussi. Et c'est la raison pour laquelle les exercices conjoints qui ont été menés notamment par la France, évidemment avec la Grèce, ont été particulièrement appréciés. Parce que la France a déployé certes ses chasseurs Rafale, mais aussi ses frégates, son porte-hélicoptère qui était en direction du Liban. Et ça, c'était une manière de montrer les muscles, de montrer les dents par rapport à une Turquie qui n'avait pas finalement qu'une réponse diplomatique. Quand on entendait l'OTAN qui appelait au dialogue ou l'Union européenne qui appelait au dialogue. Le dialogue certes, mais c'est plutôt des méthodes de pays civilisés finalement, le dialogue, quand sur le terrain, c'est pas tant la civilisation qui règne. Alors la Turquie, je sais pas si on peut la voir, mais elle est derrière moi, elle est vraiment en face de l'île de Lesbos, et c'est l'une des raisons pour laquelle le dossier migratoire porte aussi dans ce dialogue, dans ce conflit avec la Turquie. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui la Grèce, elle est dans une position où elle a peur. Certes, elle a apprécié le soutien de la France, les déclarations de l'Union européenne qui sont aux côtés de la Grèce, mais sur le terrain, elle est un peu seule et elle a peur d'un départ d'étincelle, d'un mauvais mouvement qui pourrait effectivement mettre en difficulté la Grèce. On va écouter justement, pour peut-être mieux comprendre les craintes de la Grèce, les dernières déclarations du président turc Recep Tayyip Erdogan. C'était il y a quelques jours seulement, ce 5 septembre dernier. Écoutez. Sur chaque plateforme, à chaque réunion, nous exprimons le fait que la Turquie est prête pour toutes sortes de partages, du moment qu'il est juste. Notre parole est sincère. Le problème est que ceux qui sont face à nous ne respectent pas nos droits et essayent de se placer au-dessus de nous. Ils vont comprendre que ce n'est pas le cas. Ils vont comprendre que la Turquie est un pouvoir politique, économique et militaire capable de déchirer les cartes et documents immoraux imposés. Soit ils vont comprendre le langage de la politique et de la diplomatie, soit ils vont vivre quelque chose de douloureux sur le terrain. Nora Seni, ce que vient d'exprimer Recep Tayyip Erdogan, c'est un sentiment partagé par de nombreux Turcs, l'idée d'une injustice lors du découpage de ces zones maritimes, ou bien, là, au contraire, il a franchi toutes les limites de la diplomatie internationale? Alors, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la réalité, en effet, géographique des eaux territoriales turques qui semble être, en effet, une aberration. La façade égéenne de la Turquie est face à un mur d'un chapelet de petites îles grecques et qui font une espèce de confetti, de mur de confetti et qui limite complètement les eaux territoriales turques. Ça, c'est un fait dont Erdogan n'est pas responsable et qui date d'abord des accords de Lausanne, et puis après, il y a eu d'autres accords encore, mais qui n'ont pas amélioré cet état de choses. Bien, ça, c'est un phénomène géographique qui frappe lorsqu'on regarde la carte. Et puis, il y a ce qu'en en fait Erdogan. Erdogan en fait un prétexte à sa politique de ces 5 dernières années, c'est-à-dire une politique de défiance envers tous les anciens, tous les traditionnels alliés de la Turquie, l'OTAN, les États-Unis, l'Union européenne, et déploie une stratégie qui n'en est pas une, c'est-à-dire c'est une stratégie aventurière et opportuniste. Il crée la crise et puis il l'exploite en essayant de pousser ses pions et d'en faire un maximum pour
pour sa politique. Et la question qui se pose, ce n'est pas tellement jusqu'où ira Erdogan, c'est jusqu'où il ne rencontrera pas d'obstacles réels face à cette stratégie aventurière. Joël Dallègre, le contentieux entre la Grèce et la Turquie n'est pas nouveau, autour de Chypre notamment. Il prend une dimension nouvelle avec Recep Tayyip Erdogan. Il prend une dimension nouvelle dans la mesure où Erdogan a un discours beaucoup plus provocateur et agressif que ses prédécesseurs. Sinon, le problème des eaux territoriales n'est pas nouveau. Et en fait, c'est un problème qui ne peut se résoudre que par un accord entre les deux personnes ou les deux pays en question et, si possible, devant le tribunal de La Haye. Mais Erdogan n'accepte pas et la Turquie n'a jamais accepté. Donc, dans la mesure où il n'y a pas de discussion, chacun reste sur ses positions et ça fait déjà quand même plus de 40 ans que ça dure. Maintenant, dans les phases de calme, on oublie la question. Oui, on n'est pas du tout dans une phase de calme et qu'en plus, faire du gaz naturel dans les eaux en question, eh bien l'affaire s'aggrave nettement. Vous vouliez réagir, oui. Ici même. Alors justement, le problème pour la Turquie, c'est 7200 km de côte, ce qui est énorme, et effectivement ce mur d'îles grecques. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faudra arriver à un compromis, et d'une certaine façon, à froid et off the record, y compris les diplomates grecs reconnaissent que la Turquie a quelques raisons. Le problème, c'est de quoi on discute et comment. Alors, il y a des cas particuliers, type Castelrizzo, cette petite île qui est à peine à 2 km des côtes turques. Il y a d'autres îles qui sont très proches. La Grèce a fait déjà un compromis à propos des zones gazières, ou des zones où potentiellement il y aurait du gaz avec l'Égypte. Et d'une certaine façon, pourquoi ne pas arriver à une telle discussion directe avec les Turcs? Alors, dans le monde d'ailleurs, Kyriakos Mitsotakis, le Premier ministre grec, a proposé de s'asseoir à la table des négociations, et y compris d'aller devant la Cour internationale de La Haye. Donc, face à ça, Erdogan est dans la surenchère, mais d'une certaine façon, ça a toujours été sa tactique. C'est-à-dire la montée aux extrêmes pour faire monter la tension autant que faire se peut, et ensuite, éventuellement, commencer à discuter. Mais on est dans une situation, effectivement, très dangereuse et très volatile, où il peut y avoir la chose, l'incident qu'on ne prévoit pas, qui fait dégénérer la situation. On va aller voir Bélier Nabli dans un instant. Vous vouliez ajouter également, Nora Seni ? Il y a un dicton turc qui est une espèce de métaphore de ce que fait Erdogan, qui dit « Est-ce que tu veux manger le raisin ou tu veux battre le vigneron ?» Erdogan veut battre le vigneron en ce moment. Et battre le vigneron, c'est la crise. Et le raisin serait s'asseoir à la table des négociations avec une position, la meilleure position possible pour la Turquie. Oui, Bélier Nabli intervient, puis ensuite Alexia Kefalas. Bélier Nabli, c'est un succès politique à court terme que recherche ici Recep Tayyip Erdogan, d'après vous, ou bien à résoudre un contentieux ancien et qui, disons, a quelques justifications, hein, si l'on en croit les personnes présentes ici même en plateau? Alors, vos invités ont raison de mettre la situation actuelle dans une perspective historique. Mais en réalité, le premier facteur explicatif, d'après moi, se situe dans le fait que le traditionnel gendarme de la région est absent, à savoir les États-Unis, comme première puissance mondiale et qui s'inscrit depuis un certain nombre d'années, et en particulier depuis l'administration Trump, s'inscrit dans un mouvement de repli et de retrait qui l'amène notamment à ne plus assurer cette fonction de gendarme, y compris en Méditerranée, alors même que les États-Unis sont historiquement présents militairement dans la région. Et ce vide-là, j'allais dire, géopolitique, il est comblé, ou il tente d'être comblé par deux puissances régionales, la France et la Turquie. La France est une puissance méditerranéenne, historiquement parlant, mais également dans le temps présent. On a notamment en Méditerranée orientale un sous-marin nucléaire qui assure une mission de renseignement de manière continue et permanente dans la région. Quant à la Turquie, elle a non seulement un passé impérial dans la région, mais en plus,
elle revendique ou elle dispute des territoires, y compris maritimes, dans la mesure où la Méditerranée orientale se caractérise par la difficulté d'appliquer le droit international de la mer dans une région où précisément il est difficile de zones économiques exclusives, y compris dans le cas de la Grèce. La Grèce revendique des zones économiques exclusives, mais qui sont en réalité difficilement identifiables. Bref, il y a à la fois un vide du côté de la puissance américaine, un silence qui permet les velléités turques et qui permet à la France de revendiquer à la fois son intervention légitime sur le plan politique, voire militaire, et de l'autre, vous avez également une difficulté d'appliquer le droit international de la mer dans une région tout à fait particulière à Athènes. Alexia Kefalas, vous voulez réagir depuis Athènes? Enfin, depuis Athènes, depuis l'île de Lesbos, plutôt. Oui, effectivement. En face de la Turquie. Alors, c'est pas forcément mauvais que les États-Unis soient absents cette fois-ci. Rappelons que l'intervention des États-Unis dans le dernier conflit en 1996 autour de l'îlot d'Imia, près de Kalymnos, a résulté que finalement cet îlot est devenu une zone grise qui n'appartient plus à la Grèce et qui n'appartient pas non plus à la Turquie, bref, à personne. Et donc, finalement, puisque la Turquie voudrait bien récupérer Castellorizo, qui est près de ses côtes, eh bien, pourquoi ça deviendrait une zone grise alors que historiquement, Castellorizo avait été donné aux Ottomans, par les Ottomans aux Italiens, et c'est en 1947, avec toutes les îles du Dodécanèse elles ont été rendues à la Grèce par les Italiens, donc ça revient à l'histoire. Et en fait, il y a autre chose qui fait véritablement peur aux Grecs, c'est justement ce côté expansionniste de la Turquie actuellement, parce que la Grèce va plus loin, et elle estime que ce que veut la Turquie, c'est pas forcément un couloir maritime ou des îles grecques, c'est véritablement s'installer dans la région et aller même plus loin. La Turquie a signé le 27 novembre dernier un accord avec la Libye, avec Tripoli, un accord de zone maritime exclusive, donc une ZEE, qui en fait englobe et donc s'approprie des îles grecques, dont la Crète, alors qu'il suffit de voir une carte pour voir qu'il n'y a pas de zone qui lie la Libye à la Turquie. Mais ça permet à la Turquie de commencer à s'installer en Afrique. La Turquie qui vient d'ouvrir un consulat en Guinée équatoriale avec un énorme programme d'investissement, ce qui fait qu'aujourd'hui la Turquie devient le 3e investisseur en Afrique derrière les États-Unis et la Chine. Et donc forcément, ce n'est pas un gréco-turc. Il y a la Turquie qui saisit des opportunités. Elle saisit là où il y a des vides, effectivement, là où effectivement les grandes instances internationales comme l'OTAN et l'Union européenne tardent. Et bien la Turquie, elle s'en saisit vite. Et c'est véritablement ça qui fait plutôt peur à la Grèce. On va en reparler dans un instant. C'est la fin de la première partie du débat, mais on se retrouve dans moins de 3 minutes. Restez avec nous. Et on poursuit notre débat sur ce sommet de Porticcio en Corse. Emmanuel Macron qui a convié ses homologues d'Europe du Sud pour évoquer la situation en Méditerranée orientale où la Turquie revendique une partie des eaux maritimes de la Grèce. On va du territoire maritime de la Grèce. On va en parler avec vous, Nora Seni, toujours professeur à l'Institut français de géopolitique, également avec Marc Semo, rédacteur en chef adjoint des pages débat et idées au Monde, avec toujours avec nous depuis Arles, Joël Dalek, spécialiste de la Grèce contemporaine et de ses relations avec la Turquie, avec Bélir Nabli, maître de conférences en droit public et cofondateur de Chroniques, avec également depuis l'île de Lesbos en Grèce, Alexia Kefalas pour France 24. On va revenir d'abord sur cette zone autour de Chypre que se disputent aujourd'hui la Turquie et la Grèce en cause des gisements d'hydrocarbures, notamment du gaz, la zone qui considère qu'il s'agit là de sa zone maritime exclusive et qui donc relève de sa seule compétence. Explication. Frégates militaires et avions en exercice. Depuis plusieurs semaines, la Méditerranée orientale est le théâtre d'un bras de fer entre la Turquie et la Grèce. Au cœur du conflit, le tracé des frontières maritimes, ces zones économiques exclusives définies par la Convention de Montego Bay. Ankara, qui n'a pas ratifié cette convention, estime que ces frontières emprisonnent la Turquie à l'intérieur de ses rivages. Un conflit ancien, ravivé récemment par la découverte d'immenses réserves de gaz naturel dans la région. Potentiel estimé, des milliards de mètres cubes de gaz. Évidemment, chacun se précipite
pour tenter d'exploiter à son propre profit ces gisements. Et évidemment, si cette partie de la Méditerranée orientale est sous domination grecque, cela lui laisserait quasiment le monopole de l'exploitation de ces gisements gaziers. Pas question pour la Turquie, d'autant que le pays cherche à réduire sa dépendance énergétique à la Russie. Alors, pour donner du poids à ces revendications, le président turc a signé un accord avec le gouvernement libyen en novembre dernier. Accord qui donne accès à Ankara à certaines eaux territoriales revendiquées par la Grèce et Chypre. Furieuse, Athènes a donc signé à son tour un accord du même type avec l'Égypte début août. Quelques jours plus tard, Ankara envoie un navire de recherche sismique au sud de l'île de Castellorizo, un espace maritime revendiqué par Athènes. Ankara, qui cherche aussi à s'imposer en Méditerranée face à ses voisins. Chypre, la Grèce et Israël se sont récemment alliés dans la construction du gazoduc EastMed, censé acheminer à terme du gaz en Europe. Joël Dallègre, la Turquie convoite et prospecte même dans cette zone depuis plusieurs années. Déjà, qu'est-ce qui a changé ? Au départ, les gisements ont d'abord été repérés au large de Chypre et il y a des accords avec des limitations des zones, etc., entre Chypre et ses voisins du Proche-Orient et l'Égypte. Et là, la question entre, je dirais, Chypre et ses voisins, sauf la Turquie, bien sûr, est résolue. Donc, les premières percées turques dans cette direction ont commencé il y a 2 ans, pratiquement, quand on s'est aperçu que les gisements risquaient d'être vraiment exploitables et intéressants. Et donc, à ce moment-là, s'est posée aussi la question du problème de Chypre, de sa division, de la non-reconnaissance du Nord, etc. Et donc du fait que chacun des 2 États considérait que finalement, sa zone était la zone de l'autre ou l'autre était la sienne. Et donc, ça a permis effectivement, en fait, à la flotte turque de faire quelques incursions. Surtout, ce qu'elle cherchait à faire à l'époque, c'était plutôt faire peur aux compagnies étrangères qui menaient des recherches et qui n'avaient pas envie de se trouver sous les feux de je ne sais quelle frégate et retarder donc l'opération. Et c'est seulement, effectivement, depuis 1 an que la veine apparemment du gisement se continuant vers l'ouest, se pose la question de vers l'ouest, on tombe dans les eaux territoriales de qui ? Maintenant, la question des îles, effectivement, dans les revendications nouvelles, parce que celle-là, elle est relativement plus récente, inquiète beaucoup la Grèce, parce que depuis que la Turquie a inventé cette histoire de zone grise, ça lui permet, maintenant elle dit que Castellorizo, c'est plus près d'Ankara que d'Athènes. Enfin, aux dernières nouvelles, c'est pas au kilomètre qu'on décide qu'une île appartient à un État ou à un autre. Et en plus, il y a quand même des accords et des cartes qui ont été dressées dans la première moitié du XXe siècle concernant la propriété des îles. Mais c'est vrai que ces demandes sur les îles inquiètent énormément la Grèce, peut-être même encore plus que l'affaire de savoir qui pourra exploiter telle et telle zone. C'est une des... Oui. Est intervenu là-dessus un accord, Belir-Nabli avec la Libye, un accord qui accorde donc à la Turquie une zone maritime exclusive. On comprend mieux pourquoi la Turquie est à ce point présente militairement en Libye, aux côtés du pouvoir de Fayez al-Sarraj, pour en faire son obligé. Oui, en tout cas, l'intervention et la présence politico-militaire de la Turquie en Libye, elle s'inscrit dans une stratégie plus globale. La visée ou l'objectif ne sont pas les gisements ou l'exploitation des gisements des gisements gaziers en Méditerranée orientale. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que cet accord, finalement, est exceptionnel en ce sens où il ne saurait masquer l'isolement de la Turquie par rapport justement à ces puissances voisines ou aux États voisins qui, eux, dans la perspective de l'exploitation des gisements gaziers découverts en Méditerranée orientale, ont commencé, voire ont réussi à nouer des accords. Et donc à négocier et trouver des accords, ce que la Turquie n'arrive pas véritablement à faire. Et là, pour le coup, on perçoit une limite dans la stratégie
agressive de la Turquie, son unilatéralisme trouve là une limite dans la mesure où, même si on pousse une logique de puissance jusqu'au bout, on imagine mal la possibilité pour la Turquie d'aller jusqu'à imposer par sa volonté seule l'exploitation de gisements qui sont disputés par d'autres États, par ses propres voisins. Donc, la perspective de négociation et d'une série d'accords est une perspective qui s'impose également à la Turquie. Sauf que pour l'instant, on est dans une séquence de rapports de force où la logique unilatéraliste prime sur finalement tout multilatéralisme, voire sur toute logique bilatérale de négociation, y compris avec la Grèce. Et c'est cette stratégie-là qui risque à terme de montrer toutes ses limites. Stratégie perdante, Nora Seni ? Pour l'instant, en effet, elle est perdante, mais il faut peut-être rappeler quel est le droit qui définit l'étendue des eaux territoriales. Alors, le droit au sein de l'Union de l'UN, des Nations Unies, dans un accord du UNMOS, définit de la façon suivante toute île qui est habitée à un territoire maritime de 12 miles autour d'elle dont elle dispose. Et donc ça, en effet, dans la mesure où les îles sont très proches de la Turquie, ça pose un problème. Pour revenir à la question des hydrocarbures, c'est vrai que la Turquie est totalement isolée. L'accord EastMed, de construction d'un pipeline de ces gisements vers l'Union européenne, vers l'Europe, exclut la Turquie. Et au moment où ça a été signé, c'est-à-dire en janvier 2020, seul Israël a eu l'intelligence de dire qu'il faudra d'une certaine façon que la Turquie intègre ces accords. Qu'il n'était pas possible d'imaginer que la Turquie reste complètement en dehors de ces accords. Mais la Turquie est en bisbille avec l'Égypte, avec la Grèce bien sûr, avec Chypre. Donc en effet, elle est totalement isolée. Elle est isolée dans la région. La politique de zéro problème avec les voisins s'est transformée en problème avec tous les voisins. Marc Semo, vous n'êtes pas d'accord? Vous considérez-vous que la France s'isole aussi dans cette affaire? L'évidence de l'isolement de la Turquie est là. De fait, elle n'a aucun pays partenaire possible autour d'elle maintenant pour mener effectivement l'exploitation de ses ressources gazières, quand bien même elle le pourrait. Et c'est évident que d'une manière ou d'une autre, la Turquie devra trouver un compromis. Mais moi, ce qui me frappe, ce n'est pas l'isolement de la France, mais c'est, disons, la difficulté de la France à faire embrayer ses partenaires de l'Union dans cette politique. C'est-à-dire, la France est en train de prendre le leadership, ou voudrait prendre le leadership de l'Union européenne dans ce vide laissé par les États-Unis face à une Turquie qu'on pourrait même dire revanchiste, qui veut remettre en cause un certain nombre de choses qui étaient héritées notamment du traité de Lausanne en 1923. On comprend que la France se mette en tête de gondole. Elle a raison de pointer la réalité de cette politique agressive de la Turquie, mais la surenchère verbale, la personnalisation extrême, c'était frappant par exemple à propos de la Libye, où en juillet, Emmanuel Macron, donc un bateau français une frégate française, la Courbet, voulait contrôler un bateau turc soupçonné probablement à raison de livrer des armes au gouvernement, par ailleurs légitime, de Tripoli, mais sous embargo. Les Turcs ont menacé de tirer. La frégate n'a pas cherché l'affrontement. La France a dénoncé ça avec raison, mais à l'OTAN, quand il s'est agi d'obtenir un vote de solidarité de nos alliés, il y en avait 22 contre, 22 n'ont pas suivi la France et seulement 8 l'ont suivi. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il y a chez nos alliés la conscience, que d'une manière ou d'une autre, la Turquie n'est pas la Russie. Emmanuel Macron, à propos de la Libye, a dénoncé les ingérences turques, mais n'a jamais dénoncé les ingérences des Émirats arabes unis, qui sont par ailleurs nos grands clients en matière d'armement, et des Russes du côté d'Haftar, donc du camp putschiste, et qui n'est même pas le gouvernement légitime.
On a vu que même là, par exemple, l'Allemagne... La France s'est isolée elle-même en soutenant le maréchal Haftar. Par ailleurs. Et là, on a vu que l'Allemagne mène une politique différente. Alors, si on est très optimiste, on peut dire, regardez, bad cop, good cop, l'Allemagne joue les intermédiaires et la France le méchant flic. Pas le même enjeu non plus. Hein, voilà, pas le même enjeu, mais on s'aperçoit que c'est quand même assez différent. C'est-à-dire que pour les Allemands, il y a l'évidence du fait qu'il faudra arriver à discuter avec les Turcs, que les Turcs ont un pouvoir de nuisance bien différent de celui des Russes, parce qu'ils sont dans la machine. C'est-à-dire, dans l'OTAN, par exemple, les Turcs peuvent énormément poser de problèmes à tout le monde, et en même temps, il n'y a aucun dispositif qui permet d'exclure un pays de l'OTAN. Voilà. Donc, d'une manière ou d'une autre, la Turquie n'est pas la Russie. Peut-être Erdogan rêve peut-être d'un pouvoir à la Poutine, mais pour le moment, il y a eu des élections où ils ont perdu les grandes villes, dont Istanbul, Ankara. On ne tue pas les opposants de premier plan comme Navalny, aujourd'hui empoisonné, même si, heureusement, il a l'air de s'en tirer, et auparavant Boris Nemtsov. Donc, on est comme dans une situation un peu différente, et les Allemands comprennent qu'il faut négocier avec les Turcs, et que les Turcs ont aussi un certain nombre de raisons. Par exemple, l'histoire des migrants. Bon, les Turcs accueillent 4 millions de migrants venus de Syrie sur leur sol. Donc vous dites l'Europe est condamnée à s'entendre et les Français sont les seuls à ne pas l'avoir compris. On le voit même à Malte. Les Français... on le voit même à Malte. Sur les 7 pays présents à Malte, pour cette réunion méditerranéenne, disons l'Italie. Parce que l'Italie soutient Sarraj. L'Italie soutient Sarraj en Libye. Le même camp l'Espagne sans doute la raison et Malte pour laquelle... sont relativement... comprennent un peu cette nécessité qu'il faudra arriver à négocier avec les Turcs. Et tout le problème, effectivement, c'est de se montrer ferme, de ne pas céder face à l'arrogance d'Erdogan, mais d'une manière ou d'une autre, il faudra discuter. Nora Seni, la France s'est d'une certaine façon réveillée dans cette politique assez frontale vis-à-vis de la Turquie à partir du moment où il y a eu une espèce de rivalité en Libye. Jusque-là... Ça a été l'élément déclencheur pour vous ? Moi, je crois que ça a été l'élément déclencheur. Jusque-là, la France avait la même politique que les autres, que l'Allemagne, par exemple, ne pas forcer trop Erdogan pour qu'il ne quitte pas la table. C'est là, je résume ça comme ça. Et d'ailleurs, on a eu un compte-rendu de ce qui se passait sur la scène domestique turque et les choses assez graves qui se passaient, qui n'étaient pas suffisamment relayées par la presse en France, parce qu'il y a une espèce d'alignement. Il y a eu un défaut de solidarité envers les opposants au pouvoir d'Erdogan pendant trop longtemps. Absolument. Et la façon dont Erdogan a été reçu en France il y a 2 ans, on a des photos qui sont assez parlantes de la chaleur avec laquelle Macron a entouré de ses bras et de ses... Voilà, d'attention en tout cas. Joël Dallègre, vous partagez ce sentiment exprimé par Nora Seni, la France s'accommodait bien finalement de Recep Tayyip Erdogan et Emmanuel Macron lui-même d'ailleurs pendant un certain temps. Et à l'inverse aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait arriver ? On évoque de possibles sanctions au Conseil européen du 24 septembre prochain, vous y croyez ? Et de quelle nature seront-elles ? J'ai beaucoup de mal à y croire parce qu'en fait, la France est très seule au niveau européen dans ses positions. Il y a une partie de l'Europe qui en fait ne s'intéresse pas à la question, ni même à la Méditerranée. Il y en a qui ont des liens plus étroits que nous avec la Turquie et qui tiennent à les conserver. Et il y a aussi un certain nombre d'États qui ont été très fâchés que Macron ait pris des initiatives tout seul, sans leur demander, si je puis dire, leur avis, leur opinion ou leur accord préalablement. Et l'idée qu'il joue un peu le petit chef de l'Europe, pour certains, ça n'a pas vraiment été très apprécié. Et maintenant, on a tout de même des moyens très limités, en définitive, de rétorsion contre la Turquie. Hormis des moyens économiques, mais les moyens économiques, en général, ça entraîne des mesures opposées et donc on en souffre quelquefois aussi autant qu'on a voulu en faire souffrir l'autre. Et autrement, il est évident que la Turquie a toujours ces fameux migrants syriens. Et bon, elle a montré sa force en les menant à la frontière grecque il n'y a pas très longtemps. D'accord, pour une fois, l'Europe a réussi à s'unir à peu près parce qu'elle a eu très peur à l'idée de voir défiler ces migrants qui ne seraient pas arrivés en Grèce comme ça pour y rester, mais uniquement pour aller plus loin. Ils étaient sur le continent, ils n'étaient pas bloqués à Lesbos, donc ils pouvaient continuer leur marche à pied. Et en fait, ça s'est traduit par
quelques subventions supplémentaires assez grassouillettes pour la Turquie. Donc en définitive, c'est vrai que non seulement l'Europe n'est pas unie, loin de là, comme sur beaucoup de choses, mais en plus, elle, justement parce qu'elle n'est pas unie d'ailleurs, elle n'a pas tellement de moyens. Et je pense que c'est ce que Macron essaye un peu de faire là, c'est voir au moins obtenir quelque union avec les Européens du Sud. Bélir Nabli, qu'est-ce que l'Europe a le plus à craindre d'après vous? Est-ce un accrochage lors de manœuvres militaires en Méditerranée orientale? Ou d'ailleurs, il faut dire que des navires américains croisent aussi parfois en solidarité avec la Turquie dans des manœuvres conjointes. Il faut dire qu'ils sont aussi membres de l'OTAN. Ou bien, que Recep Tayyip Erdogan décide demain d'ouvrir les vannes de l'immigration vers l'Europe. Oui, il est clair. Les deux choses. Oui, Bélir Nabli. Oui, il est clair que dans le rapport de force entre les Européens d'un côté et la Turquie de l'autre, les armes à la fois diplomatiques et coercitives sont plus du côté turc que du côté européen, notamment à travers la question migratoire et justement le flux migratoire qui pourrait s'intensifier en direction de l'Europe si Erdogan décidait précisément de lever un peu plus encore la frontière turque vers l'Europe. Mais ce qui est intéressant ici aussi, ce qui se joue du côté français, notamment pour comprendre finalement l'espèce de rigidité et l'affirmation de la France dans cette séquence, c'est que le président Macron trouve dans cette crise une opportunité aussi historique d'illustrer, d'incarner ce qu'il appelle la souveraineté européenne. Rappelez-vous qu'il a ouvert son quinquennat avec un discours fort sur l'Europe, articulé autour de l'existence de cette souveraineté européenne dont on ne sait pas exactement à quoi elle correspond véritablement. Et là, précisément, en essayant de défendre les frontières de la Grèce et donc de l'Union européenne, il trouve là précisément une illustration concrète, géopolitique et régalienne, oserais-je dire, de ce que pourrait être une Europe alors qui ne dispose pas forcément d'une armée et d'une diplomatie, mais qui serait capable de défendre finalement des intérêts qui relèveraient d'intérêts communs. Sauf que finalement, on est toujours à cette réalité nationale ou stato-nationale où tous les États membres ne disposent pas des mêmes intérêts dans cette affaire, d'où finalement les divergences et l'absence de position commune. Et un dernier élément pour rappeler que finalement le fait que la France ait autant de mal à réunir les Européens derrière elle, ça rappelle assez bien aussi l'épisode de l'Union pour la Méditerranée en 2008 où là aussi le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, avait lancé une initiative sans véritable concertation avec ses partenaires européens et s'est retrouvé in fine avec un accord qu'il ne voulait pas, puisqu'il avait une conception particulière de l'Union pour la Méditerranée, et celle-ci ne s'est pas réalisée parce qu'il ne s'était pas concerté préalablement avec les alliés européens en général et avec l'Allemagne en particulier, et nous avons dû finalement reculer et adopter une organisation qui ne correspondait pas à l'ambition initiale. Donc il y a toujours ce problème de méthode du côté diplomatique en France, où on veut incarner un leadership, mais dont on n'a pas les moyens. Et pour incarner véritablement un leadership européen, il faut au préalable se concerter avec ses partenaires. Oui. Un mot très rapide de conclusion, Marc Semo, parce que là, le temps nous manque. Vous vouliez ajouter ? Oui, peut-être une chose. À partir du moment où il faudra négocier un moment ou un autre, il faudra aussi un minimum rentrer dans la logique de l'autre. Et là-dessus, c'est toujours on peut faire de nouveau le parallèle avec la Russie, où l'été dernier, Emmanuel Macron avait dit voilà, il faut comprendre les raisons pour lesquelles la Russie s'est sentie humiliée, ses frustrations, etc. Et moi, ce qui me frappe, c'est à quel point l'Allemagne, cette dimension, elle l'a saisie, et à Paris, on continue à ne pas comprendre que cette crise avec la Turquie, c'est l'accumulation de plusieurs crises. C'est la crise en Méditerranée, mais aussi la Libye, mais aussi la Syrie et plein d'autres. Et que d'une certaine façon, il faut là-dessus aussi écouter l'autre. Merci. Vraiment une phrase.
Juste, on critique la France aujourd'hui de ne s'être pas concertée avec l'Allemagne pour prendre ces positions-là. On n'a pas autant critiqué Mme Merkel lorsqu'elle est allée toute seule en 2015 faire signer à Erdogan cet accord qui fait de l'Union européenne aujourd'hui un otage de la Turquie sur la question des migrants. Merci beaucoup Nora Seni, merci à Marc Semo, à Joël Dallègre, à Beligre Nabli, ainsi qu'à Alexia Kefalas qui était avec nous depuis l'île de Lesbos. Restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal.